BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Ce soir, évidemment, je reçois Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Jean-Claude Trichet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quand je dis évidemment, parce que bon, c'est très intéressant de voir. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision donc de la BCE et de Christine Lagarde qui a appuyé sur pause après 10 hausses consécutives, 16 mois donc de hausse de taux d'intérêt. Est-ce que pour vous, c'est la bonne décision? Parce que les marchés, les analystes, ils disent qu'il fallait éviter absolument ce qu'on appelle le syndrome Trichet. Cette décision... Moi, j'ai jamais augmenté les taux d'intérêt 10 fois de suite. Non, mais vous l'avez augmenté à un moment où justement la croissance était en train de ralentir très, très fortement. Et donc ils appellent ça syndrome Trichet, pardonnez-moi, mais bon, voilà. En même temps, au-delà de cette anecdote... Puisque vous évoquez le passé... non, on ne va pas rester sur le passé. Non, mais la séance s'est tenue à Athènes, en Grèce. Oui. On m'avait recommandé à l'époque, je ne dirais pas nécessairement quel gouvernement, de laisser tomber la Grèce et de ne plus m'en occuper et qu'elle puisse partir de la zone euro. On n'a pas laissé tomber la Grèce. La Banque Centrale Européenne, quand j'en étais président, est intervenue massivement pour aider la Grèce à ne pas partir. Et on voit la Grèce maintenant avec un très bon rating, si je puis dire. Donc c'est profondément réconfortant du point de vue de la résilience, disons, de la zone euro. Alors, tiens, juste, on va revenir sur la décision dans un instant. Mais juste, puisque vous me tendez une perche, je la saisis. Est-ce qu'aujourd'hui, la Grèce d'aujourd'hui, c'est l'Italie ? La Grèce d'hier, c'est l'Italie d'aujourd'hui, pardon. La Grèce d'hier, c'était la Grèce d'hier, beaucoup plus gravement atteinte, évidemment, que l'Irlande, le Portugal, l'Italie et l'Espagne, pour lesquels la Banque Centrale Européenne, sous ma direction, est intervenue de manière à les aider. Aujourd'hui, 5 pays ont été aidés par la Banque Centrale Européenne. Mais est-ce que l'Italie, aujourd'hui, vous inquiète ? Juste pour vous dire, la Banque Centrale Européenne, elle est responsable, elle était et elle est toujours responsable de la stabilité des prix, et j'y étais évidemment extrêmement attaché. C'est le mandat démocratique que nous avons, et en même temps à la pérennité de la zone euro, au bon fonctionnement de la zone euro, et les risques que nous avons pris à l'époque étaient tellement importants. J'aurais pas dû parler du syndrome Trichet parce que du coup on va refaire l'histoire. Je voudrais qu'on reste à aujourd'hui. N'étaient pas contents, je vous le signale. Alors aujourd'hui, c'est une bonne décision pour moi. Alors donc on finit sur ma question. Est-ce que l'Italie c'est la Grèce d'hier? Non, sûrement pas. Sûrement pas. Alors la décision d'aujourd'hui. Est-ce que c'est la bonne décision? Alors, je réponds donc à votre question. Premièrement, c'est une décision unanime, et c'est déjà beaucoup qu'elle soit unanime. Deuxièmement, c'est une décision qui avait été préannoncée. Les marchés ne s'attendaient absolument pas à ce qu'on augmente les taux d'intérêt. Donc, de ce point de vue-là, c'est exactement ce dont on peut rêver, si vous voulez, quand vous êtes suffisamment maître de votre communication et d'une manière complète, unanime, de votre propre Conseil des gouverneurs, c'est bien. C'est une bonne décision. Alors, est-ce que, finalement, c'est en effet une pause éternelle, si je puis dire, en tout cas dans le cycle? On va voir. Notre Christine Lagarde a été assez prudente. Elle a dit, nous allons maintenant dépendre des données. Et elle a raison. Parce que ça n'a pas de sens en ce moment de préannoncer soit une pause éternelle, soit une augmentation à venir, qui serait inconditionnel, qui ne serait pas conditionné par les données nouvelles. Et il y a un rendez-vous très important pour l'ensemble des Européens, qui sont les nouvelles projections de décembre. Donc la réunion de décembre, prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne et du Conseil des gouverneurs est extrêmement importante parce qu'ils auront leurs nouvelles projections, non seulement pour 24, mais aussi pour 25. Or, comme vous le savez, l'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est d'arriver autour de 2% à moyen terme. Moyen terme, ça veut clairement dire 2025. Oui, lorsqu'elle dit... On n'a pas du tout parlé de la question de baisse des taux, parce que là, on dit pause, mais on ne sait pas après la décision qui va être prise ensuite, si c'est de nouvelle 11e hausse des taux, ou si au contraire, ça va être peut-être une baisse des taux, ou si ça va être pause. Non, là, clairement, la baisse des taux, elle dit prématurée. Il faut que ça reste à ce niveau pendant suffisamment longtemps pour que l'ensemble, disons, de nos décisions précédentes, les 10 décisions précédentes, puissent avoir des effets. Donc, la baisse des taux, non, elle a clairement dit au marché, ne comptez pas là-dessus. Et ça, on l'a entendu, mais vous, qu'est-ce que vous pensez ?
Moi, je pense, si vous voulez, qu'effectivement, la baisse des taux aux États-Unis comme en Europe est peut-être souhaitée par une partie du marché, mais ne correspond pas à la réalité des banques centrales et de leur politique monétaire. Et on va voir, pour ce qui concerne les décisions à venir, mon hypothèse de travail, et je souhaite ardemment que ce soit la bonne, c'est aussi l'hypothèse de la Banque Centrale Européenne, à savoir que l'ensemble des décisions déjà prises vont permettre en effet de constater que l'on arrive à l'objectif. L'objectif étant les fameux 2% qui sont maintenant, comme vous le savez, les objectifs communs à toutes les grandes banques centrales des pays avancés qui sont dans le panier des droits de tirage spéciaux. Donc c'est très très important. Donc à mon avis, si vous voulez, la bonne hypothèse que je souhaite ardemment et que la Banque Centrale Européenne souhaite, c'est qu'on voit en effet l'inflation converger progressivement sur l'objectif. Si jamais il y a des pépins, il peut y avoir des pépins. On est dans un monde incroyablement incertain. On va y revenir, tout peut arriver à tout moment. Et donc, l'idée de dire ce qui a été l'un des messages principaux, à savoir, on décidera à partir de maintenant en fonction des données. Donner, ça ne veut pas dire simplement ce qu'on observe, mais aussi ce qu'on prévoit d'observer, les fameuses projections. Rendez-vous en décembre. Elle a dit que le thermomètre ne serait pas cassé, le thermomètre restait à 2% d'inflation, parce qu'à un moment on se disait, vu le contexte économique dans lequel nous évoluons, il fallait peut-être pour relever à 3% ce niveau d'inflation qui reste quand même la clé de la politique monétaire européenne. Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision de rester à 2%? Mais le problème ne se posait même pas, si vous voulez, puisque l'ensemble des banques centrales des grands pays avancés ont le même objectif de 2%. Aucune banque centrale de pays avancés n'a dit ou n'envisage de dire on va changer l'objectif. Donc pour le moment, c'est quelque chose qui n'était absolument pas attendu par personne. Les universitaires peuvent travailler là-dessus en disant finalement les 2%, on a une convergence sur les 2% après la crise de Lehman Brothers. Mais c'est pas forcément le meilleur. Certains disaient à certains moments 1% c'est mieux, 0% c'est mieux, d'autres disaient 4% c'est mieux. Au total, il y a consensus et les banques centrales ne sont pas sorties du consensus en dépit de la période très difficile qu'elles connaissent en ce moment. La grande question, et ce qu'a souligné du reste Christine Lagarde, c'est réussir l'atterrissage de cette politique monétaire. Pour vous, ce serait quoi les facteurs clés de réussite de cet atterrissage ? C'est évidemment d'arriver à l'objectif des 2% en payant un coût qui soit le plus faible possible en termes de croissance et de chômage. Au total, si vous voulez, jusqu'à présent, il y a quand même eu 10 augmentations successives de taux d'intérêt, comme vous l'avez dit. Et il y en a eu 11 aux États-Unis. Donc les banques centrales ont pris à bras-le-corps le problème. Elles ont le souvenir de ce qui s'était passé du temps de Paul Volcker, la négligence coupable des banques centrales à l'époque qui avait conduit à des taux d'intérêt vertigineux, à une crise mondiale absolument monumentale. La crise des risques souverains de l'Amérique latine, c'était dû au fait qu'on avait laissé filer l'inflation, qui avait galopé à 14%. Les taux d'intérêt étaient à 20%. Vous voyez, c'était pas 4% comme ce qu'on a actuellement. Et donc, je crois qu'on est assez bien parti pour reprendre la maîtrise de l'inflation. Perdre la maîtrise de l'inflation, c'est évidemment la pire des hypothèses. Et arriver, mais c'est très difficile en Europe, plus difficile qu'aux États-Unis, parce que la guerre ukrainienne est en Europe. Les pressions sur le gaz et le pétrole et aussi sur l'alimentation sont beaucoup plus dures en Europe qu'aux États-Unis, où ils sont plus ou moins autosuffisants. Donc on est dans une situation qui est assez difficile, je dirais même beaucoup plus difficile qu'aux États-Unis. Elle l'a dit justement, oui. Aux États-Unis, il y a un potentiel de croissance quand même très fort. Alors que l'on regarde en zone euro. Non, c'est pas si différent que ça. Moi, j'ai écouté Christine Lagarde. Elle a dit que là, elle a regardé l'industrie manufacturière. Bon, il y avait un souci. Même les services commençaient à ralentir. Et donc, la croissance en zone euro, elle est faible. Mais les États-Unis sont gonflés en ce moment, anormalement, par des dépenses budgétaires monumentales, un déficit externe monumental, alors que les Européens sont un peu au-dessus de l'équilibre. Donc il y a des raisons, si vous voulez, au fait que les États-Unis galopent en ce moment. Il y a des raisons qui sont bien réelles.
c'est vrai que c'est une économie extraordinairement dynamique, et elle est autosuffisante dans des domaines qui en ce moment sont très menacés, le pétrole, le gaz, les énergies fossiles et aussi bien entendu l'alimentation. Donc ils ont des avantages incontestables. En même temps, ils ne se conduisent pas bien en matière de politique macroéconomique, et donc ça vous crée une croissance un peu artificielle. Oui, mais au total, oui. La guerre est en Europe, même la guerre du Proche-Orient est aussi en Europe, elle est beaucoup plus proche de l'Europe que des États-Unis. Donc nous sommes dans une situation vulnérable, nous, en tant qu'Européens, ce qui d'ailleurs autorise la Banque Centrale Européenne à faire un peu moins d'efforts que la Banque Centrale Américaine. Je n'exclus pas que la Banque Centrale Américaine, toute chose égale d'ailleurs, puisse augmenter les taux d'intérêt, compte tenu, si vous voulez, de la situation économique générale aux États-Unis et du niveau de l'inflation, alors que j'espère ardemment que la Banque Centrale Européenne n'aura pas à le faire. Oui, notamment en décembre. Donc, mais c'est une hypothèse, et j'espère encore une fois que c'est la bonne hypothèse, mais nous allons voir. Et il faut être prêt à tout, parce que si vous êtes négligent, alors vous vous trouvez dans une situation bien pire que celle que vous auriez eue si vous n'aviez pas été négligent. Vous êtes un globe-trotteur de la politique monétaire, Jean-Claude Trichet, là vous revenez de Chine, vous allez partir au Moyen-Orient. Est-ce que justement c'est ce qui se passe au Moyen-Orient, est-ce que vous redoutez qu'il y ait un troisième choc pétrolier? Est-ce qu'on y va? Parce que ça a des conséquences. Le prix de l'énergie a évidemment des conséquences sur l'inflation et donc sur la politique monétaire. Et du reste, Christine Lagarde a dit qu'elle allait regarder ce point-là avec grande attention. Le monde est extraordinairement dangereux en ce moment. Ouais. Nous avons donc 2 guerres en ce moment. Tout le monde parle d'une troisième qui pourrait se déclencher en Asie. C'est une situation que moi-même je n'ai jamais connue, si vous voulez. J'ai toujours connu une situation où on avait effectivement l'équilibre de la terreur pendant un moment, et puis ensuite le sentiment qu'on était vraiment sorti des grandes difficultés. Or, on voit que l'on parle partout dans le monde des conflits, de la matérialisation des risques géostratégiques, comme si c'était quelque chose qui, en effet, était dans l'air, pouvait arriver à tout moment. C'est une situation vraiment très dramatique, et ce qui se passe évidemment au Proche-Orient touche beaucoup les Européens. Je suis très frappé de voir que nous avons nous-mêmes, Français, 30 morts dans les attaques du Hamas, les Américains 31. Nous sommes aussi touchés dans notre chair, si je puis dire, de citoyens français, que le sont les Américains eux-mêmes. Ça montre à quel point, nous, en tant qu'Européens, on est plus touchés que les autres Européens, d'ailleurs. On est dans une situation très, très spéciale, très, très difficile. Mais au total, effectivement, pour nous, Européens, pour nous, Français, la situation est vraiment une situation très difficile. Et donc, sur ce choc pétrolier, est-ce que vous pensez, ou pour l'instant, ça se voit pas du tout. Patrick Pouyanné a dit que il y avait pas, il y a une petite, peut-être une petite augmentation des cours, mais il voyait pas de choc pétrolier. On va voir. En tout état de cause, le problème est géré, si je puis dire, par le cartel des producteurs de pétrole. Donc, fondamentalement, j'espère ardemment qu'aucun d'entre eux ne jouerait la politique du pire, qui serait soit une augmentation effrayante des prix du pétrole, soit l'inverse, c'est-à-dire un marché qui ne serait plus du tout tenu. Donc je suis relativement confiant dans ce domaine. Si Patrick Pouyanné dit qu'il est relativement confiant, il connaît les choses beaucoup mieux que vous et moi, évidemment. Mais ce n'est pas tellement l'impact sur tel ou tel prix que je redoute terriblement. C'est le fait que le monde se défait progressivement, si vous voulez, que les risques géostratégiques peuvent se matérialiser un peu partout. Et que pour le moment, on n'est pas encore dans une situation réellement tragique, mais dans les têtes, on a déjà une situation beaucoup plus tragique que celle que l'on observe. Donc ça demande beaucoup de résilience et de sang-froid de la part des dirigeants. Pour vous, les principaux risques, c'est quoi? C'est un risque géopolitique? C'est un risque sociétal, notamment dans nos démocraties, notamment en France, avec la question du pouvoir d'achat, les conséquences justement de l'inflation? Lister l'ensemble des risques que nous avons en ce moment, à la fois en Europe, en France et dans le monde, si vous voulez, il y en a beaucoup, beaucoup. Et la
matérialisation d'une partie de ces risques suffirait pour nous mettre dans une moins bonne situation à tous égards, aussi bien en termes de croissance que d'emploi ou que d'inflation. Mais néanmoins, si vous voulez, dans les circonstances, je ne veux pas être trop pessimiste moi-même, nous avons des risques considérables. Dans les circonstances présentes, les grands pays avancés ont quand même réussi à reprendre, me semble-t-il, dans une assez large mesure, le contrôle du dérapage inflationniste. Et il faut en donner le bénéfice aux banques centrales et à leurs décisions. Les grands pays avancés ont des résultats en matière d'emploi jusqu'à présent, soyons prudents, mais qui sont bien meilleurs que ceux qui étaient attendus. On voit bien quand même que des deux côtés de l'Atlantique, qui sont meilleurs. Les chiffres hier, notamment en France, plus 0,6 montrent bien qu'il y a une petite inversion de la courbe du chômage. Bien entendu, à partir du moment où l'économie ralentit considérablement, le chômage, enfin l'emploi ne peut pas se comporter de manière aussi extraordinaire et inattendue d'ailleurs que c'était le cas dans le passé. Mais enfin, au total, si vous voulez, c'est quand même, il y a des bonnes surprises dans le dynamisme du marché du travail. Et je pense que spécialement l'inquiétude de votre part. Les réformes qui ont été faites en France, ils sont pour quelque chose, à mon avis. Mais on observe encore une fois le même phénomène aux États-Unis. Les États-Unis surprennent beaucoup aussi par la résilience de leur marché du travail et par leur dynamisme dont on a déjà parlé. Donc au total, voyez-vous, je dirais le paysage est très contrasté, mais l'élément que je considère comme étant le plus inquiétant, en revenant d'ailleurs d'Asie et en m'apprêtant à aller au Proche-Orient, c'est évidemment la matérialisation des risques géostratégiques qui sont latents et qui malheureusement ont éclaté à la fois en Europe même, donc très proche évidemment de la zone euro et de nous, et aussi au Proche-Orient. Dernière question rapide. Christine Lagarde a beaucoup insisté sur la transmission de la politique monétaire qu'elle estime s'être bien passée, déroulée. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Quand on observe, si vous voulez, l'impact des décisions qui ont été prises, effectivement, on voit qu'il y a un ralentissement très important du crédit. Donc c'est une bonne transmission, entre guillemets, de la politique monétaire, c'est-à-dire un ralentissement de l'ensemble de l'économie qui va permettre de reprendre le contrôle de l'inflation. Encore une fois, l'inflation, c'est un impôt très important sur les plus pauvres et les plus démunis d'entre nous. Donc c'est une très bonne chose que d'arriver à cela. Ceci étant dit, il y a évidemment des éléments, si vous voulez, qui sont contre-productifs. Par exemple, et elle l'a redit, mais c'est la même chose aux États-Unis, les politiques budgétaires ne vont pas nécessairement dans le sens des politiques monétaires. Donc elles compliquent le jeu des politiques monétaires, et donc l'un des messages principaux des deux banquiers centraux, à vrai dire Christine d'un côté et Jay de l'autre, c'est ne contredisez pas, faites en sorte contre-courant, que nous puissions continuer à opérer convenablement, parce que vous allez partiellement ou totalement dans le mauvais sens. Merci beaucoup Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne.